Bonjour et bienvenue donc dans notre troisième quart d'heure déclic. Alors nous en profitons pour rappeler le concept de Déclic Conscience, première émission web collaborative au service de l'économie organique destinée aux leaders d'aujourd'hui et de demain. C'est d'ailleurs le point de rencontre de nos parcours de vie et à la fois de nos parcours professionnels qui nous ont encouragés avec Emma à faire résonner nos expériences et nos connaissances au service de ce que vous propose de vivre ici, sur cette chaîne YouTube, des déclics de conscience. Parce qu'on est convaincu que la nécessaire innovation économique dont on parle absolument partout aujourd'hui prend source au départ d'une innovation de la pensée. Alors Emma, pour se représenter très rapidement, tu es en couple avec un agriculteur depuis 29 ans, tu as exercé dans l'éducation nationale pendant 21 ans et tu es aujourd'hui coach, auteur et comédienne de seul en scène. Pour ma part, je suis familière également au monde de la terre puisque je suis mariée à un vigneron. J'ai également exercé une grande partie de ma carrière dans le monde viticole. Et après avoir occupé pendant 17 ans des responsabilités en entreprise, j'ai choisi de créer ma propre société au service d'un leadership vertueux. Alors, dans les premiers quarts d'heure déclic, on a abordé à la fois un regard croisé entre l'intelligence et la conscience, et également les forces et les limites de l'intelligence économique. Et donc, dans la continuité de ces premiers quarts d'heure et en réponse à vos rebondissements, finalement, on va aborder aujourd'hui le sujet des consciences économiques. Alors, vaste sujet que les consciences économiques, dont on a pris l'initiative avec Emma, du coup, de l'aborder en 3 parties. Alors, bienvenue aujourd'hui dans la première partie des consciences économiques. Oui, justement, Jennifer, dans le dernier déclic, tu concluais avec la nécessité que les entreprises passent du statut d'entreprise performante au statut d'entreprise brillante. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec ton expérience sur ce qui pourrait constituer pour toi une entreprise brillante? Quel serait le plus par rapport à une entreprise performante? Alors, pour moi, une entreprise performante, c'est une organisation à la recherche de résultats. Donc, pour ça, elle a prédéfini en amont les résultats recherchés. Et elle a mis absolument tout en place, un système de contrôle et de maîtrise qui va lui permettre d'y parvenir. Donc, j'ai envie de dire que son arme, c'est la connaissance sans faille de son environnement extérieur pour qu'elle sache exactement comment le contrôler et le maîtriser. Je dirais qu'une entreprise performante, qu'elle a presque la prétention de croire qu'elle domine parfaitement le fonctionnement de son organisation, lui évitant finalement de s'interroger sur elle-même. En cela, d'ailleurs, elle a conceptualisé en outils matriciels les logiques d'organisation pour qu'elle n'ait plus qu'à concentrer son énergie sur la connaissance de la seule dimension qu'elle considère complexe et évolutive, l'environnement extérieur réduit au marché économique. D'ailleurs, les outils de stratégie d'entreprise n'évoluent qu'au gré de la connaissance terrain finalement, mais leur logique de base, elle n'est jamais remise en question quand on y réfléchit. On va par exemple passer des 4P aux 4E. Ok, les composantes évoluent, mais en fait, le système de fond, lui, il est totalement inchangé. C'est comme si la conception de l'entreprise était figée et qu'elle devait juste se préciser au fur et à mesure de la connaissance de son environnement économique. Alors, j'ai envie de dire que je trouve ça presque ironique enfin, de prétendre pouvoir être en marge d'une grande révolution en étant uniquement inscrit dans des logiques de rafraîchissement. Oui, effectivement, notre époque ne nécessite pas un rafraîchissement, mais une renaissance. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on est auteur. On renaît au travers de chacun de ses écrits. Cette renaissance, elle est possible que lorsqu'on accepte de se laisser pénétrer par le monde qui nous entoure, pour qu'il nous surprenne et dans ce qu'il éveille de notre intériorité. Cette place laissée à la possibilité d'être surpris, elle est primordiale dans le domaine littéraire et dans tous les domaines artistiques. Et ça s'oppose à la maîtrise nécessaire pour viser un objectif prédéfini. Oui. Et c'est pour ça que je dis souvent que la 4e grande révolution dont on parle tout le temps, ou finalement la grande transformation du siècle, elle ne pourra effectivement se mettre en marche qu'avec des grands bouleversements de pensée et pas uniquement des bouleversements comportementaux sur lesquels on focalise aujourd'hui. On parle trop, je trouve, de disruption, d'innovation, produits, technologiques, serviciels, mais on a oublié, il me semble, l'innovation principale et en fait même première, celle de la pensée, celle qui inciterait finalement à revoir nos schémas mentaux, celle qui finalement induirait à l'échelle des entreprises de remettre à plat la conceptualisation même de nos organisations. Alors c'est là, Emma, pour répondre à ta question de départ, où je dis qu'il y a une place pour l'entreprise brillante. Pas celle, du coup, qui court après un résultat prédéfini, mais celle qui se donne pour objectif de faire rayonner son potentiel d'aura. C'est quand même extrêmement différent parce que dans l'un,
la structure, elle va devoir s'adapter aux résultats prédéfinis, quoi qu'il en coûte, quels que soient ses états de souffrance finalement, que ce soit le stress, la pression, l'incohérence de ses actions. Alors que dans l'autre, la structure, en fait, elle déploie sa force intérieure, libère son énergie, on pourrait dire qu'elle exprime tout son être. Et on voit ici que dans l'un, en fait, l'entreprise, elle est dans un étau et dans l'autre, elle est dans un total épanouissement. Oui, finalement, c'est comme pour un acteur. Ce qui fait qu'il est un grand acteur, c'est quand il met son âme dans l'action. On ne demande pas à l'acteur d'exécuter une action de façon standard. Il y a, par exemple, une infinité de façons pour déplacer un verre, une action aussi simple que celle-là. Toutes les organisations ne sont pas capables d'agir avec les mêmes standards, les mêmes normes pour une même finalité. Car avec des normes homogènes, elles perdent leur âme. Elles ne finissent plus qu'à vouloir répondre aux normes en oubliant l'essentiel, voire leur essence. Les entreprises devraient pouvoir s'approprier les normes avec ce qu'elles sont et se reposerait ainsi la question de l'évaluation des normes. Je pense aussi au rôle du metteur en scène qui est de sortir le comédien de l'automatisme. Il va donner une direction ou même dérouter parfois pour que le comédien aboutisse à sa quintessence. Et aujourd'hui, je ressens que les entreprises, elles veulent absolument répondre à des injonctions du marché sans prendre le temps de se sortir de la scène qu'elles sont en train de jouer pour poser un regard extérieur et retrouver cette quintessence. Ouais. Je suis d'accord avec tout ça parce que je pense que le vrai devoir et le devoir premier de l'entreprise, c'est de savoir perdurer dans l'alignement de ce qu'elles sont et non de chercher à devenir un clone du marché. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça la première étape des consciences économiques pour être dans le cœur de du sujet de notre déclic conscience. C'est la découverte et la prise en considération de soi en tant que structure. Alors, tout ça, ça paraît toujours assez conceptuel et donc j'ai envie pour cela de partager un schéma qui illustre très bien cette idée. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. C'est bon, Emma, on voit le schéma? Ouais. Ok. Donc, j'ai envie de dire, alors ce schéma, il a été publié en 2011 lors de recherches suédoises sur l'étude de la profitabilité des entreprises. Ce que je trouve d'intéressant dans ce schéma, donc je vous laisse en prendre connaissance quelques secondes, ou même le prendre en photo, et donc vous aurez l'occasion de pouvoir le revoir à tête reposée. Donc, on voit en fait dans ce schéma les 4 profils qu'on pourrait avoir de marques. C'est assez intéressant parce que ça fait assez bien le parallèle avec l'histoire de la marque dans le monde de l'entreprise finalement. La marque, au début, elle a été conçue pour signer une offre, ce qu'on retrouve ici dans les septics et un peu dans les salesmen. Et puis après, elle a été finalement l'égérie de résultats financiers et donc le support de valorisation des entreprises. Et ce schéma, il dit que ce n'est pas là-dedans, ce n'est pas dans cette dynamique-là qu'on endosse des marques leaders. En fait, on devient une marque leader quand la marque est considérée comme le point de départ de toutes les réflexions et donc de toutes les actions. Ce qui signifie d'ailleurs qu'au-delà de connaître un marché, nous devons aujourd'hui réussir à connaître notre propre marque, et pas dans sa carte d'identité, mais dans son âme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand avec Racine Carré Consulting, je pose la question de, finalement, qu'est-ce qu'elle a votre entreprise dans les tripes? Je n'ai en retour que des réponses factuelles. Et alors, pour toi, quels exemples de bouleversement de la pensée pourrais-tu donner pour permettre aux entreprises de commencer à toucher leur âme? Alors, j'ai envie de dire que je pourrais en donner 3 pour être dans la limite des exemples. C'est surprenant de voir qu'on a projeté les neurosciences dans la connaissance consommateur, mais en fait, on ne l'a pas encore projeté dans la connaissance de la structure. Ça, c'est le premier exemple que je pourrais donner. Je pense qu'on n'a pas été assez loin dans l'exploitation des neurosciences au cœur des entreprises. Au même titre qu'au niveau des sciences naturelles, on les a aujourd'hui, on essaye de les intégrer de plus en plus, du moins on les évoque dans les sciences économiques, parce qu'on voit que les entreprises ont des impacts sur la nature. Mais en fait, on ne s'est encore jamais posé la question de ce qu'est l'entreprise en tant qu'entité propre au sein de ce vivant, en fin de compte, au sein de ces sciences naturelles. Ça, c'est le deuxième exemple. Pour le troisième exemple, j'ai envie de parler des sciences comportementales. Aujourd'hui, on les utilise beaucoup pour comprendre les attitudes des individus, notamment depuis qu'on est passé des ressources humaines aux relations humaines. Et par contre, on n'a pas un instant osé aborder la question des sciences comportementales de la structure. Donc, je pense en fait qu'il y a toute une résonance de sciences qu'on n'a pas du tout encore fait jusqu'au bout
et qui est le socle de ce que j'appelle le bouleversement de la pensée. Je pense aujourd'hui qu'on connaît beaucoup de choses de l'extérieur de l'entreprise, mais en fait, on ne connaît rien de la marque en tant qu'organisme vivant et donc en tant que point central de l'entreprise. On l'aborde davantage comme un concept, dénué d'âme, de sensible. Et on voudrait d'ailleurs, injonction quand même assez forte, que cette marque soit dorénavant fédératrice, telle que la conceptualise l'idée de la marque employeur ou de la raison d'être. En fait, on veut faire des marques humanisées, sensibles, engagées, quand bien même on la regarde et on la traite telle une image. J'aime bien cette notion d'image parce que on parle d'image de marque, on ne parle pas de rayonnement de marque. Alors que pour moi, une image, c'est statique. Un rayonnement, c'est un mouvement perpétuel. Donc, j'ai envie de conclure à cette question avec l'idée qu'on veut des entreprises, des marques entreprises humaines, sans oser imaginer un instant qu'elles puissent avoir des tripes, en fin de compte. Et c'est là où je pense qu'il est grand temps que bougent nos schémas mentaux sur la conceptualisation des organisations. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que les entreprises sont des machines, quand en réalité, elles ont tout pour être des œuvres. Ça répond à ta question, Emma? Oui, et peut-être qu'on a choisi de regarder jusqu'à maintenant l'entreprise moderne comme une machine parce qu'elle est née sur une dimension de production qui s'est renforcée avec les révolutions industrielles et surtout les guerres mondiales. Le management moderne, qui a été défini post-guerre, il a d'ailleurs été conceptualisé sur la base de ces logiques de production. La preuve en est qu'on a parlé encore jusqu'à peu de ressources humaines, comme tu le disais. Pour autant, n'oublions pas que ces conceptualisations ont été pensées dans l'urgence et que c'était suffisant pour l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on a changé d'époque. On est capable de sortir du traumatisme post-guerre et d'atteindre la réalisation de l'économie comme celle d'un artiste. L'art, il n'a jamais été empreint d'une culture de productivité. Elle a pour seule finalité la réalisation au sens de l'accomplissement. D'ailleurs, dans l'histoire, à chaque fois qu'on a voulu imposer des systèmes de pensée au nom d'idéologie, eh bien, on a détruit l'art car il touche au sensible. C'est pour ça que parmi les bouleversements de pensée que pourrait opérer l'entreprise, ce serait de se regarder comme une œuvre en devenir pour sortir de la dictature de la performance froide actuelle. Ouais. Ça résonne beaucoup avec les 2 premiers déclics que l'on a fait et j'ai envie de préciser avec une phrase que disait Thierry Marx. Nous avons tous la possibilité de devenir une légende. Cette dimension de légende qui fait appel au merveilleux, en fait, à cette notion d'œuvre dont on parlait. Et j'ai envie de dire que jusqu'à preuve du contraire, le Guinness des records, dont on fait en fait le parallèle quand on est en train de faire des rankings de performance, n'a jamais permis de grandes réalisations. Oui, d'ailleurs, l'art, il prend forme quand l'expression d'une réalité est conjuguée à un imaginaire unique. Cette unicité de l'imaginaire, il puise sa source dans la connexion à soi. Alors, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est d'ailleurs ce qui va me permettre d'introduire ce que je pense être les 3 niveaux de conscience de l'entreprise, les 3 premiers niveaux de conscience de l'entreprise, qui a justifié aussi qu'on a choisi de faire cette thématique des consciences économiques en 3 parties. Je pense que la partie 1, c'est la conscientisation de ce qu'elle est pour entrer dans ce processus de connexion à soi dont tu parlais aujourd'hui, à l'instant. La deuxième, c'est la conscientisation de ce qui lie en un point unique tous ces défis d'aujourd'hui. Et la troisième, c'est la conscientisation de ce à quoi elle appartient. Je suis convaincue d'ailleurs que ces 3 niveaux de conscientisation sont non seulement prioritaires, mais doivent se faire également dans cet ordre. Qu'est-ce que tu en penses, Emma? En tout cas, moi, c'est dans cet ordre précisément que je l'ai vécu. Une partie de mon identité m'échappait car je ne savais pas que je faisais partie des personnes qu'on appelle à haut potentiel. Et ça, je l'ai appris à 41 ans. Et avant ça, j'étais énormément dans la réaction, dans la volonté d'atteindre des buts prédéfinis. Intuitivement, je m'étais inscrite à un premier cours de théâtre à l'âge de 25 ans. Et même là, c'était très difficile pour moi car j'étais toujours dans cette volonté de maîtrise, une forme de ténacité, comme quelqu'un qui ne veut pas s'effondrer. Et lorsque j'ai eu cette clé de mon identité, et on sait que la douance, elle colore tous les aspects d'une personne, j'ai pu enfin me connaître mieux. Et là, j'ai pu oser devenir une professionnelle du théâtre et non plus le faire en amateur. Ce fut pour moi, je dirais, une autorisation à être. Et aussi, j'ai compris que c'était cette voie
que j'avais emprunté intuitivement finalement, qui était ma véritable voie. Et j'ai pu accéder à ce lâcher-prise, à comprendre que je pouvais être sans anticiper. Sur scène, je suis là, à l'instant présent, avec mon public. Et ça, c'est ce que j'appelle la vie pleine. C'est ce qui permet d'exister vraiment et de se réaliser. Aujourd'hui, je suis sur ma voie, mon chemin, et tout me parvient naturellement et de façon fluide, sans définir de but. Je sais que ce chemin est unique et je rencontre sans les chercher, comme un effet d'aimant, les personnes qui me correspondent pour réaliser ensemble des projets plus grands que si j'étais seule. Oui, oui. Et je pense vraiment que la conscientisation de soi dont tu parles là avec ton exemple personnel, c'est la même conscientisation que peuvent vivre les entreprises. D'ailleurs, l'approche, je la fais vivre avec Racine Carré Consulting et je peux certifier que ça a les mêmes vertus que ce dont tu viens de parler à l'instant, c'est-à-dire ces vertus de facilitation, de puissance, de fluidité dans les décisions et l'agilité, de sérénité, je dirais même de rayonnement, de régénération et donc de pérennité. Il faut juste pour cela que les entreprises acceptent de rentrer dans une logique de construction identitaire, telle une entité vivante, et donc d'amorcer la conscientisation de ce processus de construction identitaire avec une démarche en priorité d'introspection. Sur la construction identitaire, Paul Ricoeur disait que c'est un processus hautement dynamique et non figé et qu'il est le seul à permettre la mutabilité dans la cohésion. Je trouve ça assez intéressant quand on voit toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Oui, la conscientisation de soi, c'est vraiment la première étape. Et on pourrait, dans la même lignée, citer Platon qui disait « Avant de songer à réformer le monde, à faire des révolutions, à méditer de nouvelles constructions, à établir un ordre nouveau, descendez dans votre cœur. Faites-y régner l'ordre, l'harmonie, la paix. Ensuite seulement, cherchez autour de vous des âmes qui vous ressembleront et là, passez à l'action. » Et ben voilà, j'ai envie de dire qu'au travers de ces deux phrases, de ces deux citations, tout est dit. Merci Emma pour cette phrase de conclusion. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et rendez-vous pour notre part dans 15 jours pour la prochaine partie sur les consciences économiques. Merci beaucoup. Au revoir.